Ma femme a dit qu'elle aurait dû épouser son ex. Il est riche et pas un impotent comme toi. Je suis parti sans un mot. Et c'est là que ça lui a frappé. Le dimanche matin, c'est toujours notre truc. Tu sais, ce calme tranquille où le monde semble tourner au ralenti et où on s'y fait parfaitement. Je me souviens m'être réveillé avec l'odeur du café qui coulait en bas. Alina a dû se lever avant moi, comme toujours le week-end. Cette femme a cette horloge interne qui refuse de la laisser dormir après 7 heures, même quand il n'y a absolument rien à faire. Je suis descendu en traînant les pieds, vêtu de mon vieux jogging d'université, celui avec le trou près du genou gauche qu'Alina menace sans cesse de jeter. Elle était déjà dans la cuisine, ses cheveux noirs tirés en arrière dans ce chignon décoiffé qu'elle fait quand elle n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Juste moi. Juste nous. La radio jouait du jazz doux. C'est sans doute la station qu'elle adore, mais dont je ne me souviens jamais du nom. Quelque chose dans les mélodies douces et les dimanches matins s'assemble comme des pièces de puzzle. Bonjour, petite tête ensommeillée, dit-elle sans se retourner, en versant du café dans ma tasse préférée. La bleue avec les bréchures sur l'anse que je refuse de remplacer parce qu'elle me va parfaitement. Elle savait exactement comment j'aimais ça. 2 sucres, un peu de crème, le tout mélangé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que je suis bizarre comme ça. 12 ans de mariage vous apprennent ces petits détails, ces petites habitudes qui deviennent aussi naturelles que respirer. Nous avons adopté notre routine dominicale sans même en discuter. C'est ce qui arrive quand on est avec quelqu'un depuis assez longtemps. On développe cette chorégraphie tacite. Elle prenait le panier à linge à l'étage pendant que je débarrassais la table basse du salon. Nous étalions tout sur le canapé comme si nous faisions le tri dans un magasin de vêtements, mais au lieu d'étiquettes de prix, nous nous occupions de chaussettes et de chemises à l'envers qui, d'une manière ou d'une autre, finissaient toujours par former des nœuds impossibles. Le truc avec le pliage du linge ensemble, c'est que c'est une de ces activités banales qui deviennent intimes quand on le fait avec la bonne personne. Au fil des ans, nous avons développé notre propre système. Je m'occupais des affaires lourdes comme les jeans et les serviettes. Elle s'occupait des vêtements délicats et de tout ce qui nécessitait de véritables compétences en pliage, au-delà du simple pliage. Nous discutions de choses et d'autres, rigolions au podcast idiot qui passait en fond sonore. Parfois, nous vivions simplement dans un silence confortable. Ce matin-là ressemblait exactement à tous les autres. Alina me racontait un drame au bureau. Apparemment, sa collègue Sandra avait des problèmes avec le nouveau responsable qui n'arrêtait pas de micro-gérer les pauses déjeuner de tout le monde. J'écoutais à moitié concentré sur le pliage d'un drap sans avoir l'air de l'avoir bridé. Le bonheur conjugal, non. Le genre de bonheur ordinaire qu'on apprécie vraiment qu'une fois passé. On a traversé tant d'épreuves ensemble, Alina et moi. 12 ans, ce n'est pas qu'un chiffre. C'est toute une vie quand on y pense. Wade a survécu aux pertes d'emploi, aux drames familiaux, au décès de sa mère il y a 3 ans, qu'il a laissé pleurer dans mes bras pendant des semaines. Nous avions fêté promotion, anniversaire, fête de fin d'année avec du vin bon marché et des boissons hors de prix. Nous avions acheté cette maison ensemble quand nous étions jeunes et stupides, pensant tout savoir sur l'amour et l'engagement. Mais l'infertilité avait été notre plus grande épreuve. 5 ans d'essais, d'innombrables visites chez le médecin, des interventions qui nous donnaient l'impression d'être plus des rats de laboratoire que des couples cherchant à fonder une famille. Les spécialistes avec leur langage clinique et leur regard compatissant. Les déceptions mensuelles qui nous usaient petit à petit comme de l'eau sur la pierre. Le problème, c'était moi. Un faible taux de spermatozoïdes, ils appelaient ça une fertilité réduite. Un tas de termes médicaux qui signifiaient en gros que je tirais à blanc pendant que le corps de ma femme était prêt et attendait quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. Mais on avait réussi, non? On avait parlé d'adoption, de devenir peut-être l'oncle et la tante Coles pour les enfants des autres. On avait fait la paix avec ça. Du moins, je le croyais. On avait appris à trouver du plaisir ailleurs. Les week-ends en amoureux, les dîners entre amis, les projets à la maison qui nous occupaient les mains et l'esprit. J'étais en train d'associer des chaussettes quand elle a dit ça. Comme ça. Aussi décontracté qu'un commentaire sur la météo ou une demande de lait au supermarché. Parfois, je me dis que j'aurais mieux fait d'épouser Victor, son ex-petit ami de fac, l'homme avec qui elle était sortie avant moi, celui qui était devenu un avocat de renom en ville avec sa coiffure impeccable, ses costumes hors de prix et sa capacité apparente à engendrer des enfants sans le moindre problème. Je me suis arrêté au milieu de la page, une chaussette bleu marine pendant à ma main comme un point d'interrogation. J'ai levé les yeux vers son visage, cherchant un signe qu'elle plaisantait.
Peut-être était-ce une blague bizarre que je ne comprenais pas, ou peut-être me testait-elle pour une raison que je ne comprenais pas. Mais son expression était parfaitement neutre, comme si elle venait de mentionner qu'il pourrait pleuvoir plus tard ou que nous allions manquer de café. Le silence s'était tiré entre nous comme un élastique sur le point de se rompre. J'attendais qu'elle rie, qu'elle dise « je plaisante » ou « je t'ai eu » ou n'importe quoi qui donnerait un sens à ce moment, mais elle continuait à plier une taie d'oreiller, lissant les plis avec la même attention qu'elle accordait toujours aux tâches ménagères. « Que veux-tu dire » ai-je finalement réussi à demander, même si ma voix était étrange et distante, comme si elle sortait de la gorge de quelqu'un d'autre. La question restait en suspens entre nous, lourde et chargée de sous-entendus que je n'étais pas sûr de vouloir explorer. Elle restait là, entre nous, comme un pistolet chargé sur la table basse. « Que veux-tu dire » avais-je demandé. Et maintenant, j'attendais une réponse qu'une partie de moi ne voulait absolument pas entendre. Peut-être qu'elle ferait marche arrière. Peut-être qu'elle se rendrait compte à quel point ce qu'elle venait de dire était absurde. Peut-être qu'elle aurait au moins la décence d'en avoir l'air gênée. Mais Alina posa simplement la taie d'oreiller. Elle était en train de plier et me regarda avec ses yeux noirs dont j'étais tombé amoureuse il y a des années. Je dis exactement ce que j'ai dit, répondit-elle d'une voix ferme et neutre, comme si nous discutions de ce qu'on allait manger ce soir. Parfois, je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie si j'étais resté avec Victor au lieu de te choisir. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine, où tout l'air se vidait soudain de mes poumons. J'ai senti mes mains s'engourdir et la chaussette bleu marine que je tenais est tombée sur la pile de linge déplié, comme une carcasse. Ce n'était pas une interrogation hypothétique, un scénario innocent dont les couples parlent parfois tard le soir lorsqu'ils philosophent. C'était ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, qui me disait qu'elle regrettait sincèrement de m'avoir épousé. D'accord, dis-je lentement, essayant de comprendre ce qui se passait. Et pourquoi donc ? Même en posant la question, je n'étais pas sûr de vouloir savoir. Il y a du bon dans l'ignorance volontaire, dans le fait de ne pas attiser des blessures qu'il vaudrait mieux laisser de côté. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est comme quand on sait qu'on est sur le point de marcher sur une mine, mais qu'on est déjà en mouvement, et que rien ne peut l'arrêter. Elle pencha légèrement la tête, m'observant comme si j'étais une sorte d'énigme qu'elle essayait de résoudre. Eh bien, pour commencer, Victor a vraiment du succès. Il a ce bureau au coin de la rue, la BMW, la maison à Westchester. C'est quelqu'un, vous savez, il a fait quelque chose de lui-même. Chaque mot était comme un petit couteau soigneusement placé pour un maximum de dégâts. J'aurais voulu me défendre en soulignant que j'avais un bon travail, que nous étions propriétaires de notre maison, que nous ne vivions pas exactement dans la pauvreté. Mais quelque chose dans la façon clinique dont elle délivrait cette diffamation m'a fait rester silencieux. Comme si elle y réfléchissait depuis un moment et avait ses arguments prêts à être utilisés. Et puis il y a autre chose, continua-t-elle, la voix baissant d'un ton. Ni plus douce, ni plus gentille, juste plus basse, comme si elle s'apprêtait à partager un secret qui n'en était pas vraiment un. Quoi d'autre ? J'ai demandé, pourtant, quelque chose au fond de moi savait déjà où cela allait mener. Vous connaissez ce sentiment quand on regarde un film d'horreur et que le protagoniste s'apprête à ouvrir la porte qui cache visiblement quelque chose de terrible ? C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, inflexible, inébranlable. Victor n'est pas impuissant comme toi. Le mot m'a frappé comme un coup de massue en plein crâne. Impuissant. Sans problème de fertilité, sans problèmes médicaux, ni aucun de ces euphémismes plus doux que nous avions utilisés au fil des ans avec les médecins ou les membres de notre famille. Impuissant comme un vieil homme brisé, incapable d'accomplir les fonctions les plus élémentaires de la masculinité. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Ce vin aigu qui semblait venir de l'intérieur de ma tête. Le salon m'a soudain semblé trop petit, trop chaud, trop chargé par le poids de ce qu'elle venait de dire. Mes mains, qui étaient occupées à faire la lessive quelques instants plus tôt, se sont complètement immobilisées. Je tenais un t-shirt. L'un des miens, en fait, ce truc bleu délavé que j'avais depuis la fac, et je le fixais comme si je n'avais jamais vu de tissu. Le truc, c'est qu'on n'avait jamais utilisé ce mot. Pas une seule fois en 5 ans de visite chez le médecin, de consultation médicale et de conversation à voix basse sur nos options. Les médecins avaient été cliniques mais bienveillants, parlant de baisse de fertilité, de faibles spermatozoïdes et de difficultés de reproduction. On avait développé notre propre vocabulaire autour de ça. Des termes plus doux qui ne me faisaient pas me sentir moins viril, mais impuissant. Ce mot avait du poids, du jugement,
des années de honte et d'inaptitude, le tout résumé en 3 syllabes. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? En fait, chérie, le terme médical correct est oligospermie. Bon, au moins, je suis loyale et bienveillante, et je ne te ferai jamais délibérément du mal comme tu me fais du mal en ce moment. Rien ne semblait adéquat pour le moment. Rien ne semblait assez grand pour combler le cratère qu'elle venait de creuser dans notre mariage. Au lieu de ça, je me suis juste relevé, lentement et prudemment, comme si je naviguais dans l'eau ou dans du miel épais. Le t-shirt me retomba des mains sur le canapé, rejoignant le désordre du linge à moitié plié qui me semblait soudain la preuve d'une vie que j'avais eu la bêtise de croire réussie. Mes jambes tremblaient, comme si j'étais resté assise trop longtemps dans la même position, et la circulation sanguine reprenait à peine. Je sortis de la pièce sans un mot. Sans claquer des pieds, sans faire de bruit, juste en marchant. Un pied devant l'autre, en direction de l'escalier, puis au sous-sol où était installé mon petit bureau. Le silence derrière moi était assourdissant. Pas de voix qui m'appelait, pas d'explication, enfin je ne voulais pas dire ça, juste le silence. Et le bruit du linge plié à l'étage, régulier et rythmé, comme si de rien n'était. Lundi matin fut comme une claque. Le réveil sonna à 6h30, comme toujours. Ce bip agaçant qui me faisait habituellement gémir et tendre la main vers le bouton de répétition. Mais j'étais déjà réveillé. J'étais éveillé depuis des heures. En fait, j'étais allongé là, les yeux rivés au plafond, ressassant la conversation de la veille comme une torture mentale. Alina dormait encore à côté de moi, ou du moins faisait semblant. Difficile de faire la différence quand quelqu'un garde délibérément sa respiration régulière et son corps parfaitement immobile. Je me préparais machinalement pour le travail, comme si je suivais un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Douche, rasage, café, tartine. La même routine que j'avais suivie pendant des années, mais maintenant, elle me semblait creuse, comme si je jouais une pièce de théâtre où j'avais oublié mon texte. Alina s'est levée pendant que je prenais mon petit déjeuner, arpentant la cuisine en peignoir comme si tout était normal. Elle s'est servi un café, a consulté son téléphone, a discuté de la météo. On dirait qu'il va pleuvoir plus tard, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Ouais, peut-être, ai-je répondu. Parce que quoi dire d'autre? C'est incroyable comme on peut avoir une conversation sur absolument rien quand le sujet est si énorme qu'il s'effondre presque. Le trajet jusqu'au travail était étrange. D'habitude, j'écoutais la radio sportive ou un podcast, mais ce matin-là, je conduisais en silence, observant les autres dans leur voiture, me demandant si leur vie s'écroulait aussi, ou si c'était juste moi. Il y a quelque chose de surréaliste à réaliser que son mariage est peut-être terminé alors qu'on est coincé dans les embouteillages à côté d'une mère de famille dans un minivan et d'un homme dans un pick-up qui chante en chœur sur sa chaîne stéréo. Au bureau, j'essayais de me concentrer sur le travail, mais c'était comme essayer de lire avec quelqu'un qui me tapait constamment sur l'épaule. Chaque feuille de calcul, chaque email, chaque appel téléphonique me semblait être un bruit de fond par rapport à la vraie conversation qui se déroulait dans ma tête. Celle où j'entendais sans cesse la voix d'Alena me dire « Victor n'est pas impuissant comme toi », encore et encore, jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens et deviennent une punition rythmique. Tera, mon assistante, a vite remarqué que quelque chose clochait. Cette femme a un flair pour ce genre de choses. Ça vient probablement de son quotidien avec des cadres et leurs divers désastres personnels. Elle travaille avec moi depuis environ 3 ans maintenant, et elle m'a vu stressé par les délais, frustré par des clients difficiles, et même énervé par les manigances de bureau. Mais là, c'était différent, et elle le sentait bien. Ça va, monsieur Barrett, m'a-t-elle demandé vers midi, passant la tête dans mon bureau avec ce regard inquiet qu'elle a quand elle pense que je suis sur le point de craquer. Vous avez l'air un peu dérangé aujourd'hui. J'ai levé les yeux du rapport. Je faisais semblant de lire depuis 20 minutes et j'ai forcé ce que j'espérais être un sourire rassurant. Ouais, je vais bien. Juste fatigué, je suppose. J'ai mal dormi la nuit dernière. Elle n'y a pas cru une seconde, mais Tera a le don de ne pas insister quand on n'est clairement pas prêt à parler. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle, laissant planer l'offre comme un filet de sécurité. Merci. J'apprécie. Je le lui ai dit et je le pensais. C'est drôle comme parfois les gens avec qui on travaille peuvent se soucier davantage de notre bien-être que la personne avec qui on est censé construire une vie. Le reste de la journée s'écoula comme un animal blessé. Chaque minute me parut une heure. Chaque tâche me parut monumentale.
Je me suis surprise à regarder l'heure de manière obsessionnelle, non pas par hâte de rentrer. Bien au contraire. L'idée de rentrer dans cette maison, de m'asseoir en face d'Alina à table et de faire comme si tout allait bien me retourner l'estomac. Quand 17 heures sont enfin arrivées, je ne me suis pas précipité dehors comme d'habitude. Au lieu de cela, je suis resté assise dans ma voiture, dans le parking, pendant une bonne dizaine de minutes, à fixer le mur de béton et à essayer de trouver comment être normal. Comment rentrer chez soi et demander à quelqu'un comment s'est passée sa journée alors qu'il vient de vous dire qu'il aurait aimé épouser quelqu'un d'autre? Comment faire la conversation sur les projets de dîner quand on vient de découvrir que les fondations de toute une relation reposent sur des sables mouvants? Je m'entraîne à des conversations mentales pendant le trajet du retour. Comment s'est passée ta journée? Bien. Comment s'est passée la tienne? Bien. Que veux-tu dîner? Comme si nous étions des inconnus partageant un ascenseur plutôt que deux personnes qui se sont promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Même si je suppose que c'était vraiment pire. La maison avait exactement la même apparence quand je suis arrivé dans l'allée, mais elle semblait différente, comme si je la voyais avec un œil nouveau, ou peut-être comme si je la voyais clairement pour la première fois. Le petit jardin qu'Alina avait planté au printemps dernier. La balancelle achetée en solde chez Home Depot. Le paillasson avec l'inscription « Home Sweet Home » en lettres jaunes joyeuses. Tout cela ressemblait aux accessoires d'une pièce de théâtre qui avait soudainement changé de genre, passant de la comédie romantique au thriller psychologique. À l'intérieur, Alina était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a souri quand je suis entré. Le même sourire qu'elle m'adressait depuis 12 ans, mais maintenant, c'était comme un masque. « Dis donc, comment s'est passé le travail ?» demanda-t-elle en remuant sur le feu quelque chose qui sentait le poulet et le riz qu'elle avait préparé pour ses tâches ménagères. « Très bien, dis-je en desserrant ma cravate. « Comment était la tienne ?» Et d'un coup, nous étions de retour à la normale. Mais quelque chose de fondamental avait changé, et nous le savions tous les deux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté d'Alina, je ne pouvais m'empêcher de penser au mot qu'elle avait utilisé, impuissant. Il tournait en boucle dans mon crâne comme une boule de flippé, s'attaquant à toutes les insécurités que j'avais toujours éprouvées en tant qu'homme, en tant que mari, en tant qu'être humain capable de créer la vie. Le fait est que nous tournions autour du pot depuis des années sans jamais lui donner le nom qu'elle semblait lui donner. Tout a commencé environ 7 ans après notre mariage, lorsque nous avons décidé que nous étions prêts à avoir des enfants. Nous étions tous les deux à la fin de la vingtaine, et financièrement suffisamment stables pour envisager d'agrandir notre petite famille de 2 personnes. Alina avait arrêté la contraception et nous avions abordé la situation avec un optimisme naïf qui paraît probablement ridicule aujourd'hui. Nous pensions que cela se produirait naturellement, comme cela semblait arriver à tous ceux que nous connaissions. Des mois après des mois de déception, suivis d'un regain d'espoir, comme une cruelle blague de l'univers. Après un an d'essais infructueux, le médecin d'Alina nous a suggéré de faire des tests à tous les deux. Juste un examen de routine, nous a-t-elle assuré. Rien d'inquiétant. La plupart des couples conçoivent dans la première année, mais parfois cela prend un peu plus de temps, et il vaut mieux écarter tout problème évident dès le début. Je me souviens d'être assise dans cette salle d'attente, feuilletant des magazines périmés, essayant de ne pas penser à ce que cela signifierait si quelque chose n'allait pas chez l'un de nous. Les résultats sont tombés un mardi. J'étais au travail lorsque le docteur Martinez a appelé, et j'ai dû entrer dans une salle de conférence vide pour répondre à l'appel en privé. Votre taux de spermatozoïdes est nettement inférieur à la normale, a-t-elle dit, avec ce ton doux mais clinique que les médecins maîtrisent lorsqu'ils annoncent une nouvelle qui va changer votre vie. Il n'est pas impossible de concevoir des enfants naturellement, mais cela serait considéré comme improbable sans intervention médicale. J'étais assis dans cette salle de conférence stérile, les yeux rivés sur un tableau blanc recouvert des projections marketing de quelqu'un d'autre, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. Faible nombre de spermatozoïdes, fertilité réduite, oligospermie. Comme si lui donner un nom médical sophistiqué rendrait les choses moins dévastatrices. Elle parlait d'options de traitement, de changements de mode de vie qui pourraient aider, de techniques de procréation médicalement assistées qui pourraient augmenter nos chances. Quand je suis rentré ce soir-là, Alina m'attendait avec des plats chinois à emporter et cette expression pleine d'espoir qui m'a presque brisé le cœur. Je lui ai raconté ce que le médecin avait dit. J'ai vu son visage passer par cette succession d'émotions, surprise, déception, détermination, et finalement cet optimisme forcé que j'ai reconnu comme sa façon de gérer les choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. D'accord, a-t-elle dit en posant ses baguettes et en me prenant la main par-dessus la table. On sait à quoi on a affaire maintenant. C'est plutôt bien, non ?
Maintenant, on peut faire un plan. Et on a fait un plan. Mon Dieu, on a fait tellement de plans. Nous avons cherché des cliniques de fertilité, modifié notre régime alimentaire, arrêté l'alcool, commencé à prendre des vitamines qui coûtaient plus cher que notre facture mensuelle de câble. Nous avons tenté l'insémination intra-utérine à 3 reprises. Chaque tentative a été précédée de semaines de planification minutieuse et de marasme hormonal. Chaque échec était ressenti comme une petite mort, comme si nous pleurions des enfants qui n'avaient jamais existé, mais qui, d'une certaine manière, semblaient réels. Le pire, ce n'étaient pas les procédures médicales, ni les difficultés financières, ni même les déceptions mensuelles. Le pire, c'était de voir Alina tenter de cacher à quel point cela l'affectait. Elle affichait un visage courageux, parlait d'adoption ou de famille d'accueil, ou que nous étions peut-être censés être l'oncle et la tante cool des enfants des autres. Mais je la surprenais parfois à fixer des femmes enceintes au supermarché ou à se taire lorsque des amis annonçaient leur grossesse sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à avoir le sentiment de la trahir de la manière la plus fondamentale qui soit. Comme si l'incapacité de mon corps à assurer cette fonction biologique fondamentale était en quelque sorte une défaillance morale. Un défaut de caractère qui me rendait moins digne de son amour. Chaque mois qui passait sans conception me semblait la preuve qu'elle avait fait une erreur en me choisissant, qu'elle méritait quelqu'un qui pourrait lui offrir la famille qu'elle désirait. Nous avons arrêté d'en parler après l'échec de la 3e IUI. Pas de façon dramatique, pas après une grosse dispute ou un ultimatum. Nous avons juste progressivement laissé le sujet s'estomper de nos conversations, comme on laisse un feu se consumer en braise puisant cendre froide. Nous nous sommes lancés dans d'autres choses. Projet professionnel, rénovation, week-end en amoureux qui donnait l'impression de fuir quelque chose que nous ne pouvions nommer. Je pensais que nous avions fait la paix avec ça. Honnêtement, je pensais que nous avions tous les deux accepté que notre famille serait différente de ce que nous avions imaginé au départ, mais que ce serait quand même suffisant. Nous avons parlé de voyage, de tout ce que nous pourrions faire avec la liberté que nous offrait le fait de ne pas avoir d'enfants. Nous avons gâté les enfants de nos amis, acheté des cadeaux d'anniversaire et de Noël coûteux, joué le rôle du couple amusant avec un revenu disponible et des aventures spontanées. Mais apparemment, Alina n'avait pas du tout fait la paix avec ça. Apparemment, elle nourrissait ce ressentiment, ce sentiment que je l'avais privée de la vie qu'elle était censée avoir. Et apparemment, elle me comparait à Victor, se demandant à quoi aurait ressemblé sa vie avec un homme dont le corps pouvait faire ce que le mien ne pouvait pas allongé dans le noir, à l'écouter respirer à côté de moi, je réalisais que chaque mois d'essai, chaque procédure ratée, chaque rencontre minutieusement programmée avait mené à la révélation de dimanche. Elle n'avait pas seulement été déçue par notre incapacité à concevoir. Elle avait été déçue par moi. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans une étrange sorte d'animation suspendue. Nous faisions semblant d'être mariés, partagions les repas, dormions dans le même lit, parlions de boulot et de la météo, mais nous avions l'impression d'être tous les deux des acteurs ayant oublié que nous étions censés jouer des personnages qui s'aimaient vraiment. Le sujet tabou était devenu si grand qu'il redécorait presque tout, mais aucun de nous ne semblait vouloir l'admettre. J'ai commencé à rester plus tard au bureau, trouvant des excuses pour ne rentrer que lorsque c'était absolument nécessaire. Un homme ne peut supporter qu'une quantité limitée de conversations gênantes au dîner avant de chercher des échappatoires. Tara a bien remarqué mes nouvelles tendances à la work addict, mais elle était cool, s'assurant simplement que je déjeune et que je ne disparaisse pas complètement dans les feuilles de calcul et les conférences téléphoniques. Alina, quant à elle, semblait développer ses propres mécanismes d'adaptation. Elle sortait plus souvent, buvait des verres avec des collègues, faisait du shopping avec sa sœur, suivait des cours de yoga qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient toujours se prolonger. Une partie de moi était soulagée. Honnêtement, moins on passait de temps dans la même pièce à faire semblant que tout allait bien, moins on risquait d'avoir une autre conversation qui ferait exploser ce qui restait de notre mariage. Mais arriva ce mardi soir qui changea tout. J'étais dans la cuisine vers 23h30, sirotant une bière et faisant semblant de lire des documents professionnels sur mon ordinateur portable. En fait, je tuais juste le temps, attendant qu'Alina rentre pour que je puisse monter et continuer notre idylle, dormir dans le même lit, en évitant soigneusement tout contact physique qui aurait pu nous rappeler que nous étions censés être des partenaires intimes. J'entendis sa voiture dans l'allée, puis le bruit de sa clé dans la porte d'entrée. Elle entra dans la cuisine, l'air quelque peu différent. Pas vraiment échevelée, mais il y avait quelque chose dans son expression que je n'arrivais pas à cerner, comme si elle portait un secret, soit vraiment bon, soit vraiment mauvais, et qu'elle ne savait pas lequel allait être. « Salut », dit-elle en posant son sac sur le comptoir avec un peu plus de force que nécessaire. « Désolé d'être si en retard.
J'ai bu un verre avec un vieil ami. Sa façon de dire « vieil ami » me glaça l'estomac. Pas la façon désinvolte dont on parle d'un verre avec Sarah de la comptabilité ou de sa colocataire de fac venue en ville pour affaires. Ça avait du poids. Une signification qui flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie qu'on ne peut pas vraiment localiser. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, scrutant son visage dans la faible lumière de la cuisine. Quelqu'un que je connais, ai-je demandé, même si j'étais presque sûr de connaître déjà la réponse. Il y a quelque chose dans la façon dont les gens se tiennent quand ils s'apprêtent à vous faire une bombe. Une sorte d'énergie nerveuse qui s'efforce d'avoir l'air décontracté et échoue lamentablement. Elle a ouvert le réfrigérateur et l'a regardé fixement comme si elle cherchait le sens de la vie quelque part entre les restes de plats chinois à emporter et la brique de lait probablement périmée depuis un jour. En fait, oui. Victor m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il était en ville pour le travail et qu'il voulait me parler. Le voilà. Le nom qui hantait notre maison comme un fantôme depuis des semaines, enfin prononcé à voix haute. Victor, l'avocat à succès avec le bureau du coin, la BMW et l'appareil reproducteur apparemment fonctionnel. L'homme qu'elle pensait parfois qu'elle aurait dû épouser à ma place. Victor, ai-je répété, et c'était plus plat que prévu. Ni colérique, ni accusateur, juste creux. Comme si je testais la sensation de ce mot dans ma bouche et que je n'en aimais pas vraiment le goût. Alina a finalement fermé le réfrigérateur et s'est tournée vers moi, adossée au comptoir d'une manière qui semblait décontractée, mais qui semblait sur la défensive. C'était juste un verre, Tom. On est allé dans ce nouveau bar du centre-ville, on a parlé boulot, on a fait le point sur nos vies. Rien de dramatique, mais tout dans son langage corporel trahissait une certaine dose de dramatisme. Sa façon de ne pas me regarder dans les yeux, ses mains qui s'agitaient sans cesse sur les manches de sa veste. Sa façon de parler un peu trop vite, comme si elle essayait de me donner une explication qu'elle avait répétée sur le chemin du retour. Comment va-t-il, ai-je demandé. Parce que dire d'autre quand sa femme vient d'avouer avoir passé la soirée avec l'homme qu'elle vous a récemment confié qu'elle aurait préféré épouser. Bien. Vraiment bien, en fait. Le cabinet d'avocat marche bien. Il vient d'acheter une maison à Westchester. Tu sais, le genre de success story habituel. Elle marqua une pause et je la vis choisir soigneusement ses mots. Il me demanda de tes nouvelles. De nous. Je fermai mon ordinateur portable et me calai contre le dossier de ma chaise, lui accordant toute mon attention. Et que lui as-tu dit? La vérité, dit-elle, avant d'ajouter rapidement, je veux dire, on va bien, on est mariés depuis 12 ans, ce genre de choses. Mais je voyais bien qu'il y avait plus que ça. Il y a une différence entre dire à quelqu'un la vérité superficielle sur sa vie et être honnête sur ce qui se cache derrière tous les messages polis sur les réseaux sociaux et les cartes de vœux. Et quelque chose dans sa façon de se tenir là, immobile, dans sa veste, comme si elle n'avait pas l'intention de s'attarder sur cette conversation, me disait qu'elle avait partagé plus que les moments forts. Lui as-tu parlé de nos problèmes de fertilité? Demandai-je doucement. La question planait entre nous comme un pistolet chargé, et je vis son visage alterner entre la surprise, la culpabilité et quelque chose qui aurait pu être du soulagement d'avoir été prise. Cela a surgi, admit-elle. Je n'ai pas fait de valise, car cela aurait été trop dramatique, comme si je faisais un geste grandiose qui aurait pu être annulé par des excuses et quelques larmes. Au lieu de cela, j'ai sorti mon vieux sac à dos de randonnée du placard, celui que j'utilisais pour les week-ends de camping à l'époque où Alina et moi faisions encore des choses ensemble qui n'impliquaient pas de rester assis dans les salles d'attente ou de remplir des formulaires médicaux. J'y ai jeté quelques vêtements de rechange, ma brosse à dents, le chargeur de mon ordinateur portable et le livre de poche que j'essayais de terminer depuis 6 mois. Debout devant la porte d'entrée, ce sac à dos en bandoulière, j'avais l'impression d'avoir 18 ans à nouveau, de partir à l'université avec tout ce que j'avais dans un sac qui pourrait probablement servir de bagage à main. Sauf que cette fois, je ne courais pas vers quelque chose de nouveau et d'excitant. Je fuyais 12 ans de ce que je croyais être une vie digne d'être vécue. Alina était assise sur le canapé du salon, toujours à l'endroit même où nous plions le linge quand tout ce cauchemar a commencé. Elle leva les yeux en m'entendant descendre l'escalier. Et pendant une seconde, son visage passa par une succession d'émotions. Surprise, confusion, panique, puis quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Comme si une partie d'elle avait attendu ce moment, s'y attendait même. « Où vas-tu » demanda-t-elle, d'un ton étrange. Ni désespérée ni suppliante, plus par curiosité que par inquiétude sincère. Je m'arrêtai sur le pas de la porte, ajustant le poids du sac à dos sur mes épaules.
Tu as peut-être besoin d'être avec l'homme qui te fait te sentir entière, dis-je. Et les mots sortirent plus calmement que prévu. Ni colère, ni amertume, juste des faits. Comme si j'énonçais une évidence sur laquelle nous tournions tous les deux depuis des semaines. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si elle allait dire quelque chose, mais rien ne sortit. Elle resta assise là, à me fixer, l'air stupéfait, comme si elle n'arrivait pas à croire que je partais, ce qui était normal, je suppose. Moi non plus, je n'y croyais pas vraiment. Je sortis avant qu'elle ne puisse retrouver sa voix, fermant la porte derrière moi avec un léger clic qui me parut plus fort que si je l'avais claqué. L'air de la nuit était frais contre mon visage et je suis resté debout sur le porche pendant 1 minute, le respirant et essayant de comprendre ce que j'étais censé faire ensuite. J'avais mes clés de voiture, mon portefeuille et suffisamment de vêtements pour quelques jours. Mais au-delà de ça, je volais à l'aveugle. Jérôme répondit à la 2e sonnerie, l'air groggy mais alerte. Mon cousin avait toujours été un oiseau de nuit, mais même pour lui, 11h45 le poussait pour un appel téléphonique aléatoire. « Tom, tout va bien, mec ? Puis-je passer quelques jours chez vous ?» ai-je demandé, passant directement au-delà de la petite conversation. « Je t'expliquerai quand j'arriverai, mais j'ai juste besoin d'un endroit où dormir qui n'est pas chez moi. » Il y a eu une pause et je pouvais pratiquement l'entendre traiter cette demande. Jérôme et moi avions grandi ensemble, passé des étés à avoir des ennuis et des hivers à jouer à des jeux vidéo dans son sous-sol. Il me connaissait suffisamment bien pour comprendre que je n'appellerais pas à moins que quelque chose d'important ne se passe. « Bien sûr, » a-t-il dit sans demander de détails. « Vous savez où se trouve la clé de rechange. J'ai un rendez-vous tôt demain, mais il y a de la bière dans le frigo et des draps propres sur le lit d'invité. Nous parlerons quand je rentrerai à la maison. » L'appartement de Jérôme était exactement ce que l'on attend d'un ingénieur logiciel de 34 ans qui n'a jamais été marié. Des meubles fonctionnels, un téléviseur de 65 pouces qui dominait le salon et une cuisine qui semblait servir principalement à réchauffer des plats à emporter. Mais c'était calme et c'était à moi aussi longtemps que j'en avais besoin. Et à ce moment-là, cela ressemblait à du luxe. J'ai passé cette première semaine dans une sorte de vide étrange, allant travailler pendant la journée et revenant chez Jérôme le soir pour manger une pizza et regarder ce qui se passait sur Netflix. Nous n'avons pas beaucoup parlé de la raison pour laquelle j'étais là, ce que j'ai apprécié. Jérôme n'a jamais été du genre à plonger profondément dans ses émotions, et de toute façon, je n'étais pas prêt à expliquer toute cette triste histoire. Alina m'a envoyé des textos plusieurs fois au cours de cette semaine. Des messages courts qui donnaient l'impression qu'elle tâtait le terrain. Pouvons-nous parler mercredi ? Je suis désolé vendredi. S'il vous plaît, rentrez à la maison dimanche. J'ai lu chacun d'eux mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'essayais exactement de la punir, mais parce que honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Désolé pourquoi ? Désolé d'avoir souhaité qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Ou désolé de l'avoir dit à voix haute. Désolé d'avoir rencontré Victor ou désolé de m'être fait prendre. À la fin de la semaine, j'ai réalisé que je ne pourrais pas continuer à dormir indéfiniment sur le canapé de Jérôme. Le gars était cool à ce sujet, mais je pouvais dire qu'il commençait à se sentir gêné d'avoir un invité semi-permanent qui se morfondait dans son salon tous les soirs comme une sorte de réfugié divorcé. Alors, j'ai commencé à chercher mon propre logement. Rien d'extraordinaire, rien qui crie à une crise de la quarantaine ou à un divorce amer. Juste un petit appartement à l'autre bout de la ville où je pourrais comprendre ce qui allait suivre. Le premier endroit que j'ai regardé était parfait dans sa simplicité. Une chambre, une cuisine décente, un salon avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. La propriétaire était une femme plus âgée nommée Madame Chuin, qui semblait plus intéressée par la question de savoir si je prendrais soin de l'endroit que par mon crédit ou mes antécédents professionnels. « Vous semblez être un locataire discret », a-t-elle dit en me remettant les clés après que j'ai rempli les documents et lui ai fait un chèque pour le premier mois de loyer plus la caution. C'est ce que j'aime. Calme et propre. Calme. Oui, je pouvais faire du calme. Vivre seul pour la première fois depuis plus d'une décennie, c'était comme réapprendre à marcher. Tout me semblait différent, de la façon dont le son voyageait dans des pièces vides jusqu'au simple fait que je pouvais manger des céréales pour le dîner sans que personne ne me demande si j'étais en panne. L'appartement était petit, mais il était à moi. Vraiment à moi d'une manière que la maison n'avait jamais vraiment ressentie. Même si nos 2 noms étaient sur l'hypothèque, j'ai établi de nouvelles routines sans vraiment y penser. Un café à 6 heures. Pas parce que je devais me coordonner avec l'emploi du temps de quelqu'un d'autre,
mais parce que c'est à ce moment-là que mon corps se réveillait naturellement. Je m'asseyais près de la grande fenêtre du salon avec ma tasse et regardais le quartier prendre vie. Les promeneurs de chiens, les joggeurs, le gars d'en face qui semblait toujours laver sa voiture, même quand elle n'était pas sale, complètement ignorant que leurs activités banales du mardi matin aidaient un homme récemment séparé à se rappeler à quoi ressemblait la paix. J'avais regardé mon reflet à travers le prisme de la déception. Le mien est à l'œil nu. Chaque matin, je voyais le visage d'un homme qui ne pouvait pas donner d'enfant à sa femme, qui ne réussissait pas assez, qui n'était pas Victor. Mais maintenant, en me brossant les dents dans cette nouvelle salle de bain aux équipements bon marché mais propres, j'ai commencé à voir quelque chose de différent. J'avais l'air fatigué, bien sûr, mais pas brisé. Il y avait des rides autour de mes yeux que je n'avais pas vraiment remarquées auparavant, mais elles semblaient provenir d'années de sourire, pas seulement de stress. Mes cheveux s'éclaircissaient un peu au niveau de la couronne, mais bon sang, j'avais 36 ans. Ce n'était pas vraiment choquant. Je n'étais pas le gars de nos photos de mariage, jeune et arrogant et convaincu qu'il avait tout compris. Mais je n'étais pas non plus un échec pathétique. J'étais juste un homme qui portait depuis si longtemps la déception de quelqu'un d'autre qu'il avait oublié à quoi ressemblait son propre visage sans ce poids. J'ai commencé à courir le matin, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Non pas parce que j'essayais de me transformer en un type qui fait la couverture d'un magazine de fitness, mais parce que le rythme de mes pieds frappant le trottoir ressemblait à une méditation. Il y a quelque chose dans la course qui élimine tout le bruit dans votre tête et vous laisse avec juste les mécanismes de base pour respirer et avancer. De plus, les endorphines ne faisaient pas de mal. Je revenais à l'appartement en sueur et légèrement essoufflé, mais me sentant plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. Faire les courses était aussi étrangement libérateur. Fini la planification des repas soigneusement orchestrés ou les discussions sur la question de savoir si nous avions besoin de ceci biologique ou de cela à faible teneur en sodium. J'ai acheté ce que je voulais manger quand je voulais le manger. Steak mardi parce que pourquoi pas? De la glace au petit déjeuner le samedi parce que j'étais un adulte et qu'il n'y avait personne pour juger mes choix nutritionnels. Cela semble stupide, mais il y avait quelque chose de puissant à se tenir dans l'allée des aliments surgelés et à réaliser que je pouvais acheter tout ce que je voulais sans avoir à le justifier auprès de qui que ce soit. Le travail est également devenu plus agréable. Probablement parce que je n'avais pas peur de rentrer chez moi à la fin de la journée. Tara remarqua le changement presque immédiatement. « Tu as l'air plus léger ces derniers temps », dit-elle un jeudi après-midi en m'apportant du café sans étant demandé. Comme si tes épaules ne portaient plus une tonne de briques. Elle avait raison. Je n'avais pas réalisé à quel point je retenais la tension dans mon corps jusqu'à ce qu'elle commence à se relâcher. Mon cou ne me faisait pas constamment mal. Ma mâchoire n'était pas perpétuellement serrée et j'avais cessé d'avoir ces maux de tête dus au stress qui étaient devenus une partie régulière de ma routine hebdomadaire. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je m'autorisais enfin à expirer. C'est à ce moment-là que Tara a mentionné son groupe de quiz. Nous nous retrouvons tous les jeudis chez Ali, dit-elle en se perchant sur le bord de mon bureau comme elle le faisait lorsqu'elle essayait de me convaincre de quelque chose. C'est juste un groupe de gens autour du bâtiment de bureau. Rien de bien grave, mais on s'amuse. Tu devrais venir. L'ancien moi aurait trouvé une excuse pour être occupé ou avoir des projets avec Alina. Le Numi a regardé mon calendrier, n'a vu absolument rien de prévu pour jeudi soir et a dit, bien sûr, pourquoi pas. Aliès était exactement le genre de bar de quartier auquel on s'attend. Bois sombre, éclairage tamisé, odeur de friture et de bière qui imprégnaient probablement les murs depuis des décennies. Terrace Trivia Group s'est avéré être 6 personnes qui appréciaient clairement la compagnie de chacun et prenaient leurs connaissances aléatoires trop au sérieux. Il y avait Mike du cabinet comptable en bas. Sarah qui travaillait au cabinet dentaire de l'autre côté de la rue. Un couple marié nommé Dave et Jennifer qui semblait connaître d'obscures statistiques sportives des années 1970. Et Elena, une graphiste qui pourrait répondre à presque toutes les questions sur le cinéma ou la culture pop. Au début, j'étais nerveux, comme si j'avais oublié comment être sociable avec des gens qui n'étaient ni ma femme ni mes collègues. Mais les soirées quiz ont un grand effet égalisateur. Peu importe votre drame personnel lorsque vous essayez tous de vous rappeler qui a joué le premier Dumbledore ou en quelle année le mur de Berlin est tombé. Nous avons été nuls cette première nuit. Je suis arrivé bon dernier sur 8 équipes, mais j'ai ri plus en 3 heures qu'au cours des 3 mois précédents combinés. À la même heure la semaine prochaine, a demandé Tara alors que nous nous dirigions vers nos voitures. Absolument, je l'ai dit et je le pensais. En rentrant chez moi jusqu'à mon appartement calme, fenêtre baissée et musique jouant,
j'ai réalisé que pour la première fois depuis très longtemps, je n'essayais pas d'être assez pour quelqu'un d'autre. J'étais juste moi. Et cela semblait suffisant à lui seul. 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que ma nouvelle vie commence à ressembler moins à un arrangement temporaire qu'à ce que les choses étaient censées être. Je m'étais installé dans des rythmes qui avaient vraiment du sens. Les courses matinales qui m'ont vidé la tête. Des soirées chez O'Malley qui remplissaient mon agenda social. Des week-ends passés à lire des livres que j'avais envie de lire depuis des années. L'appartement était passé d'un espace réservé à un sentiment de maison, avec des plantes que j'avais achetées de manière impulsive et que j'avais réussi à garder en vie. Je me préparais pour le travail un mardi matin, écoutant un podcast sur l'énergie durable pendant que je préparais du café lorsque la sonnette a sonné. Pas un coup. La sonnette, que personne n'utilisait jamais car la plupart de mes visiteurs étaient des livreurs qui déposaient des colis devant la porte. Le son était si inattendu que j'ai sursauté un peu, manquant presque de laisser tomber ma tasse préférée au passage. À travers le Judas, je l'ai vue, Alina, debout sur le pas de ma porte, comme si elle s'était matérialisée dans un rêve fébrile que je pensais avoir enfin fini de faire. Elle avait l'air différente, certainement plus mince, mais pas de manière saine. C'était plutôt comme si elle avait oublié de manger ou vivait de stress et de café depuis des semaines. Ses cheveux étaient plus courts que dans mes souvenirs, coupés dans un style haché qui ne convenait pas vraiment à son visage, et elle portait un jean et un pull que je ne reconnaissais pas. Des vêtements qui semblaient avoir été achetés pour être quelqu'un d'autre, ou peut-être simplement pour ne pas être la personne qui avait détruit notre mariage avec quelques mots soigneusement choisis. Je restais là un long moment, la main sur le pêne dormant, essayant de comprendre ce que j'étais censé ressentir. Colère, tristesse. Cet étrange mélange de nostalgie et de nausée que l'on ressent lorsque l'on croise un ex à l'épicerie. Mais ce que je ressentais surtout, c'était de la fatigue. Fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec la quantité de sommeil que j'avais dormi et tout à voir avec le marathon émotionnel que j'avais couru ces derniers mois. Quand j'ai finalement ouvert la porte, elle m'a regardé avec des yeux rouges et désespérés d'une manière qui m'a fait serrer la poitrine malgré tout. « Salut, Tom » dit-elle. Et sa voix était plus petite que dans mes souvenirs, comme si elle avait peur qu'elle se brise si elle parlait trop fort. « Elina » répondis-je, sans bouger de la porte, sans l'inviter à entrer, mais sans lui claquer la porte au nez non plus. J'attends juste de voir ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui pourrait bien être si important que cela l'ait amenée à ma porte à 7h30 un mardi matin? Pouvons-nous parler, a-t-elle demandé, en roulant ses bras autour d'elle comme si elle avait froid, même s'il faisait déjà chaud dehors. S'il vous plaît, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. Une partie de moi voulait dire non. La partie qui se souvenait d'être restée éveillée la nuit en répétant ces paroles à propos de Victor, à propos de comment je n'étais pas assez, sur le fait qu'elle aurait parfois souhaité avoir fait des choix différents. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de fragile et de brisé qui m'a fait m'écarter et lui faire signe d'entrer. Elle est entrée dans mon salon comme si elle entrait dans un musée. En regardant autour de moi l'espace que je m'étais créé avec cette attention attentive, presque respectueuse, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais vu vivre seule quand elle n'était pas façonnée pour répondre aux besoins et aux préférences de quelqu'un d'autre. Table, les chaussures de course près de la porte, l'unique tasse de café dans l'évier, autant de preuves d'une personne qui avait appris à exister de manière indépendante. « C'est sympa » dit-elle. Même si cela s'est révélé plus triste que élogieux. « Cela vous va ?» Je ne lui ai pas proposé de café ni lui ai demandé de s'asseoir. Je restais là, les bras croisés, attendant qu'elle dise ce qu'elle voulait dire. Le silence s'étendit entre nous jusqu'à ce qu'elle prenne enfin une inspiration tremblante et commence à parler. « J'ai fait une erreur » murmura-t-elle. Et les mots sont sortis si doucement que je ne les ai presque pas entendus. Une énorme et terrible erreur, et je ne sais pas comment y remédier. J'ai attendu. Il y en avait d'autres à venir. Je pouvais le voir se former derrière ses yeux comme une tempête qui prenait de la force depuis des mois. Victor est toujours la même personne qu'il était à l'université, continua-t-elle, sa voix devenant plus forte mais plus amère. Charmant, oui. Réussi. Absolument, mais il est vide, Tom. C'est cette belle et chère coquille sans rien de substantiel à l'intérieur. Il parle de ses réalisations comme si c'était la seule chose qui compte. Comme avoir un coin bureau et une BMW en quelque sorte le rend plus digne d'amour et de respect. Elle s'est assise sur mon canapé sans rien demander, mais s'est perchée sur le bord comme si elle était prête à s'enfuir si je lui disais de partir. Nous sommes sortis plusieurs fois après ce premier verre. Je pensais que je ne sais pas ce que je pensais.
peut-être que je m'étais trompé sur nous, sur ce que j'attendais de la vie, que peut-être le succès, la fertilité et toutes ces choses extérieures étaient plus importants que ce que nous avions construit ensemble. La confession m'a frappé comme un coup physique, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Au lieu de colère ou de jalousie, ce que j'ai ressenti était cette étrange sorte de clarté, comme une pièce de puzzle s'enclenchant à un endroit dont je n'avais même pas réalisé qu'il manquait. Mais il est parti dès que les choses sont devenues réelles, a-t-elle déclaré. Et maintenant, les larmes commençaient à couler librement sur ses joues. À la seconde où j'ai mentionné vouloir arranger les choses avec toi, à la seconde où j'ai parlé de quelque chose de plus profond que l'attraction superficielle et la nostalgie, il était parti. Juste comme ça, retour à sa vie parfaite avec sa maison parfaite et sa carrière parfaite. Et j'étais juste cette diversion temporaire de sa programmation régulière. Elle avait l'air alors, elle m'a vraiment regardé et j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu depuis des années. Pas seulement du regret ou de la culpabilité, mais une véritable reconnaissance. Comme si elle me voyait clairement pour la première fois depuis longtemps. Vous savez ce qu'il a dit quand j'ai essayé de lui parler de nos problèmes de fertilité ? Demanda-t-elle, sa voix légèrement brisée. Il a dit que ce genre de choses était exactement la raison pour laquelle il ne voulait jamais être sérieux avec qui que ce soit. Trop de drames, trop de bagages émotionnels, comme si notre lutte pour avoir des enfants était une sorte de défaut de caractère au lieu que la vie soit simplement compliquée, difficile et parfois injuste. Je me suis retrouvé assis en face d'elle, non pas parce que j'étais prêt à pardonner et à oublier, mais parce que cette conversation avait pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était pas seulement des excuses, c'était un règlement de compte. Vous êtes resté pendant tout cela, a-t-elle déclaré. Et maintenant, elle pleurait vraiment. Le genre de pleurs désordonnés et les qui viennent de moi d'émotions réprimées, pour finalement se libérer. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque procédure ratée, chaque mois où je m'enfermais dans la salle de bain et pleurais parce que mes règles avaient recommencé. Tu m'as soutenu pendant tout ça. Et je t'ai récompensé en te faisant sentir que tu n'étais pas assez. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds de vérité et de regret, et quelque chose qui aurait pu être le début d'une compréhension. Mais même en écoutant ses excuses, même en reconnaissant la sincérité de sa voix et les véritables remords dans ses larmes, je savais que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Quelque chose qui ne pouvait pas être défait avec des explications, des larmes ou des promesses de faire mieux. Je me suis assis là, écoutant Alina exprimer tout son cœur, regardant les larmes couler sur son visage alors qu'elle avouait ses erreurs et implorait pardon. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Rien. Pas de colère, pas de satisfaction d'avoir raison. Pas même la vengeance amère que procure le fait de voir quelqu'un se rendre compte qu'il a jeté quelque chose de bon. Juste ce vide calme et constant qui ressemblait moins à un engourdissement qu'à de la clarté. Elle parlait toujours, ses mots s'entrechoquant dans cette course désespérée à tout expliquer. Comment Victor s'était révélé aussi superficiel que je l'avais toujours soupçonné. Comment elle avait réalisé quelle erreur elle avait commise. Comme elle voulait rentrer à la maison et reconstruire ce que nous avions eu. Mais en la regardant, j'ai réalisé que je n'étais pas la même personne qui était sortie de notre maison il y a 3 mois avec un sac à dos et le cœur brisé. J'avais peur, dit-elle en s'essuyant le nez avec un mouchoir qu'elle avait sorti de son sac à main, peur que nous n'ayons jamais d'enfants, peur que notre vie ensemble semble toujours incomplète d'une manière ou d'une autre. Et au lieu de vous en parler, au lieu de travailler dessus ensemble comme nous l'avions toujours fait pour tout le reste, j'ai laissé cette peur se transformer en ressentiment. Je t'ai reproché quelque chose qui n'était la faute de personne. L'ancien moi aurait tendu la main à travers l'espace entre nous, lui aurait pris la main et lui aurait dit que tout allait bien, que nous pouvions surmonter cela. L'ancienne moi aurait été si reconnaissante de l'entendre admettre qu'elle avait tort que j'aurais probablement commencé à planifier comment nous pourrions réparer les dégâts et aller de l'avant. Mais la personne assise dans cet appartement, dans cette vie que je m'étais construite n'était plus cet homme. Je crois que tu es désolé, dis-je finalement, et ma voix était plus basse que je ne l'avais prévu. Pas vraiment froid, mais pas chaud non plus. En fait, comme si je reconnaissais quelque chose d'évident qui ne m'a pas particulièrement surpris. Son visage s'éclaira d'espoir pendant juste une seconde. Comme si elle pensait que le fait d'accepter ses excuses signifiait que j'étais prêt à rentrer à la maison, mais elle sembla ensuite capter quelque chose dans mon ton. Une note qui lui disait que cette conversation n'allait pas dans la direction qu'elle espérait. Mais elle a demandé, et le mot est sorti petit et incertain. Mais j'en ai marre d'essayer de gagner l'amour de quelqu'un, dis-je. Et alors que les mots quittaient ma bouche, j'ai réalisé que c'était la chose la plus vraie que j'avais dite depuis des mois, voire des années.
J'en ai marre d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui a déjà décidé que je ne le suis pas. Elle commença alors à pleurer plus fort, pas les larmes désordonnées et cathartiques d'avant, mais ces sanglots brisés et désespérés qui venaient de quelque part au plus profond de sa poitrine. « S'il te plaît, ne dis pas ça, murmura-t-elle entre deux halètements. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons consulter un conseiller. Nous pouvons y remédier. Nous pouvons, Elina, dis-je. Et quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter au milieu d'une phrase. Savez-vous quel était le pire? Maria J. Debin. Performing for you, trying to be worthy of your love instead of just being loved. She stared at me like he was speaking a foreign language. And maybe was. Maybe the concept of unconditional love was something we'd never really figure out between us, something that had gotten lost somewhere between Dr. S. appointment and monthly disappointment and the gradual erosion of the team we'd once been. I don't understand, she said. I do love you. I've always loved you. Have you? I, demanda-t-il. Et la question resta en suspens. L'air entre nous comme quelque chose de fragile qui pourrait se briser si nous le regardions de trop près. Où as-tu aimé l'idée de moi? Le mari fidèle qui resterait là malgré tout, qui ne vous quitterait jamais même si vous lui disiez clairement que vous vous contentiez de moins que ce que vous vouliez vraiment. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Et je pouvais la voir réfléchir vraiment à ce que j'avais dit. Peut-être pour la première fois dans notre relation, elle envisageait la possibilité que l'amour ne consiste pas seulement à rester ensemble dans les moments difficiles. Il s'agissait de vouloir réellement la personne avec qui vous étiez, pas seulement de l'accepter comme prix de consolation. Je n'étais pas content non plus, ai-je continué. Et c'était la partie que j'avais évité de reconnaître, même à moi-même. Pendant longtemps, je n'étais pas content. J'étais juste engagé, déterminé à faire en sorte que ça marche, parce que c'est ce qu'on est censé faire quand on est marié. Mais le bonheur et le devoir ne sont pas la même chose. Et quelque part en cours de route, j'ai oublié qu'il était censé y avoir une différence. Alina était silencieuse maintenant, ses larmes ralentissaient alors qu'elle comprenait ce que je lui disais. Alors, qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-elle finalement. Que tout cela était du gaspillage. Ces 12 années ne signifiaient rien. Non, dis-je, et je le pensais. Ce n'était pas du gaspillage. Nous avons appris des choses. Nous avons grandi ensemble. Nous avons vécu des bons moments mêlés aux mauvais. Mais c'est fini, Alina. Non pas parce que je te déteste ou parce que je veux te punir, mais parce que nous méritons tous les deux mieux que ce que nous sommes devenus. Elle resta assise là pendant un long moment, regardant ses mains croisées sur ses genoux. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux étaient rouges, mais secs, et il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas exactement l'acceptation, mais peut-être le début de la compréhension. Je ne sais pas comment lâcher prise, murmura-t-elle. Moi non plus, dis-je. Mais j'apprends. Elle se leva lentement, rassemblant son sac à main et les mouchoirs froissés comme si elle rassemblait des morceaux d'elle-même éparpillés sur le sol de mon salon. À la porte, elle se retourna encore une fois. S'il vous plaît, ne vous éloignez plus, dit-elle, et sa voix était si petite qu'elle brisa presque quelque chose en moi. Je secouai doucement la tête, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la paix. Je ne m'éloignerai pas de toi, lui dis-je. Je marche vers moi-même. Je fermai doucement la porte derrière elle, sans la claquer, mais sans la laisser ouverte non plus. Par la fenêtre, je l'ai regardée assise dans sa voiture pendant un moment, probablement en train de pleurer, essayant probablement de comprendre ce qui allait suivre. Mais je ne suis pas allé vers elle. Pour la première fois en 12 ans, sa douleur n'était pas quelque chose que je me sentais responsable de soigner. Et à ce moment-là, j'ai su que j'étais enfin libre. 6 mois plus tard, mes matinées étaient devenues quelque chose que j'attendais avec impatience au lieu de simplement endurer. Je me réveillais naturellement vers 6h15, aucune alarme n'était nécessaire car le soleil pénétrait à travers la fenêtre de la chambre de mon appartement. La première chose que je ferais, c'était de préparer du café. Pas la Blandina compromise et moi avions l'habitude d'acheter, mais cette torréfaction foncée d'un magasin local qui avait tant fait le goût de café au lieu d'eau brune. Je le ferais broyer les grains moi-même, prendre mon temps avec le processus de brassage et le boire noir tout en me tenant devant le comptoir de ma cuisine, en regardant le monde se réveiller dehors. La routine semblait sacrée en quelque sorte. Cette heure tranquille avant le jour m'exigeait n'importe quoi.
Pas de négociation sur les projets de petit déjeuner, pas de chorégraphie minutieuse autour de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, pas de marche sur des œufs face à des ressentiments tacites. Juste moi, mon café, et le simple plaisir de commencer une journée qui m'appartenait entièrement. J'avais commencé à garder des plantes autour de l'appartement. Rien d'extraordinaire, juste quelques plantes succulentes sur le rebord de la fenêtre et une plante araignée accrochée dans un coin du salon. Il s'avère que j'avais la main verte lorsque je n'étais pas constamment distrait par les drames relationnels. Qui savait? Il y avait quelque chose de satisfaisant à voir ces petits êtres vivants prospérer sous mes soins, à être responsable de quelque chose qui appréciait réellement ce que j'avais à offrir au lieu de constamment en manquer. Le cours d'art était une idée de Terra, suggérée lors d'une de nos soirées questionnaires du jeudi lorsqu'elle m'avait remarqué en train de gribouiller sur des serviettes entre les tours. En fait, tu es plutôt doué pour ça, avait-elle dit en désignant mon croquis de Mike essayant de se souvenir de la capitale du Monténégro. Tu devrais suivre un vrai cours ou quelque chose comme ça. J'ai d'abord écarté la suggestion, mais elle n'arrêtait pas de me harceler. À quand remonte la dernière fois que j'avais fait quelque chose de créatif juste pour le plaisir? À quand remonte la dernière fois que j'ai essayé quelque chose de nouveau sans avoir à justifier les dépenses ou le temps consacré à quelqu'un d'autre? Alors, je me suis inscrit à un cours de dessin de base au centre communautaire, pensant que dans le pire des cas, je perdrais quelques mardis soirs et apprendrais que j'étais nul en article. Il s'avère que je n'ai pas été nul. Je n'allais pas quitter mon travail quotidien et devenir le prochain Picasso. Mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à être assis dans cette salle de classe avec un morceau de fusain à la main, essayant de capturer la façon dont la lumière tombait sur une nature morte ou la courbe de l'épaule de quelqu'un pendant qu'il posait pour le cours. C'était méditatif d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, nécessitant juste assez de concentration pour calmer tout le bruit dans ma tête tout en laissant de la place à quelque chose qui ressemblait à de la paix. C'est là que j'ai rencontré Rena. Elle était assise à 2 chevalets de moi. Cette femme aux cheveux gris bouclés. Au rythme de rire autour des yeux qui abordaient chaque devoir de dessin comme si c'était une aventure plutôt qu'un test à réussir ou à échouer. Elle était probablement au début de la cinquantaine, divorcée depuis à peu près aussi longtemps que j'étais séparé. Et elle avait cette façon de regarder le monde qui semblait véritablement curieuse au lieu d'être constamment déçue. Tu fronces toujours les sourcils quand tu dessines, m'a-t-elle dit après le 3e cours, en emballant son set de fusain avec les mouvements efficaces de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois auparavant. Est-ce que ai-je demandé soudainement, gêné par mes expressions faciales. Pas mal, dit-elle en riant. C'est plutôt comme si vous aviez une conversation très intense avec le journal. C'est en fait plutôt attachant. Nous avons commencé à discuter après les cours, puis à prendre un café au restaurant du coin de la rue, puis à nous retrouver pour des séances de dessin dans le parc le week-end. Rien de romantique, du moins pas au début, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre sans le lourd bagage émotionnel qui avait défini ma dernière relation. Réa parlait de son travail de bibliothécaire, le roman qu'elle écrivait lentement pendant son temps libre, sa fille adulte qui vivait à Portland et l'appelait tous les dimanches. Je lui parle de la dynamique de bureau à mon travail, de mon étrange obsession pour les équipes de quiz, des livres que je lisais qui n'avaient rien à voir avec le développement personnel ou le sauvetage des mariages. Ce qui m'a le plus frappé dans le fait de passer du temps avec Rena, c'est à quel point cela me paraissait naturel. Il n'y avait aucune performance impliquée, aucun calcul minutieux de la version de moi-même que je devais présenter pour garder son intérêt. Elle semblait aimer le vrai moi, le gars qui faisait d'horribles jeux de mots pendant les exercices de dessin, qui devenait beaucoup trop compétitif sur les questions triviales, qui pouvait passer 1 heure à expliquer pourquoi il préférait le fusain au crayon pour dessiner sans avoir l'impression d'ennuyer son public. Tu sais ce que j'aime chez toi, dit-elle un samedi après-midi alors que nous étions assis sur un banc dans le parc, travaillant tous les 2 sur des croquis de la fontaine devant nous. Ma beauté dévastatrice et mon talent artistique naturel. Répondis-je sans lever les yeux de mon dessin. Elle a ri. Ce son authentique auquel j'avais appris à associer des conversations qui n'exigeaient pas que je sois quelqu'un d'autre que celui que j'étais. J'aime que tu n'aies pas l'air d'essayer de me convaincre de quoi que ce soit. Vous êtes juste là, présentez-vous. Et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Pour la première fois depuis bien longtemps, je n'essayais pas d'être à la hauteur de quelqu'un. Je ne surveillais pas mes paroles, je ne modifiais pas mon comportement et je ne gérais pas soigneusement les attentes de quelqu'un d'autre quant à qui je devrais être. J'existais simplement comme moi-même. Et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, cela semblait parfaitement adéquat. Mon téléphone sonnait encore de temps en temps avec des messages d'Alina. Rien de dramatique ou d'exigeant, juste des enregistrements occasionnels qui ressemblaient plus à une habitude qu'à une véritable connexion.
Je voyais son nom sur l'écran et je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse, ni même curiosité quant à ce qu'elle voulait dire. Juste cette reconnaissance discrète qu'elle faisait partie de mon passé, mais pas de mon présent. Je n'ai jamais répondu à ces messages, non pas par cruauté, mais parce que le silence était devenu ma réponse la plus honnête. Qu'y avait-il à dire? Que j'étais heureux. Que j'avais appris à aimer les miens entreprises. Que j'avais enfin compris la différence entre être seul et être seul. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'essayais de suffire à personne d'autre qu'à moi-même. Et il s'est avéré que je l'étais déjà.